L'ami Redfan m'a très aimablement offert une boîte de chocolat numérique sous forme d'un lot surprise de cartes d'arcade bootleg des années 80. Un bootleg, c'est une copie plus ou moins bien faite d'un jeu issu d'un gros éditeur d'arcade, comme Atari, Capcom, Konami ou Sega par exemple. Ce sont de petites merveilles issues de la rétro-ingénierie et du bricolage des génies de l'ombre de l'époque. Ce que les gros éditeurs faisaient avec des puces spécialisées, comme ici chez SETA, SNK ou Seibu, des vilains copieurs le faisaient avec des mètres carrés de puces du marché. C'est ce qui rend ces cartes plus facilement réparables que les originales, pour peu qu'on prenne le temps de comprendre comment elles fonctionnent. Oui, parce que leurs schémas électriques sont quasiment impossibles à trouver. Parce que j'aime les surprises, je choisis de m'attaquer à la seule carte du lot qui n'a pas d'étiquette. Un adaptateur a été soudé sur le connecteur d'origine avec la mention COMRUN. Ça ne m'avance pas beaucoup. Le connecteur d'origine semble correspondre au standard JAMA, mais pas d'emballement. Les standards n'étaient pas encore établis à l'époque. Pour identifier une carte d'arcade, on peut essayer d'identifier le contenu de l'une de ces EPROM, en utilisant un lecteur d'EPROM. Je retire donc la première EPROM, je la place dans le lecteur, je lance l'extraction de son contenu, et je l'envoie pour identification dans une base centrale basée sur l'émulateur MAME. Et le résultat est super cool, parce qu'elle correspond au jeu Ghosts & Goblins que je recherchais justement. Ce jeu est absolument horrible, je l'adore. Reste quand même à le faire fonctionner. J'ai identifié et vérifié toutes les EPROM et je les ai toutes étiquetées. Voilà une première analyse des différentes sections de la carte. On peut observer ici le DAC vidéo avec son échelle de résistance. Petit correctif de moi au montage. Ici, ce sont plutôt les entrées des contrôles du joueur avec un filtre RC anti-rebond. Et ici, ce sont les résistances du DAC vidéo. Oui, j'ai vérifié avec un multimètre parce que j'ai eu un petit doute après coup. Les deep switch pour faire les réglages du jeu. La section d'amplification audio avec des condensateurs qui ont vu de meilleurs jours. Un DAC audio ici. Le réglage des niveaux entre les sorties des deux puces audio. Une EPROM qui m'intrigue un peu dans la section audio. La ROM pour le processeur en charge du pilotage de la section audio. La RAM du processeur en question, un Z80. Un 6809 qui est le processeur principal. Sa ROM ici. Probablement sa RAM ici. Son quartz ici, à 12 MHz, qui doit être divisé par les puces en dessous, par 2 pour cadencer le 6809 et par 4 pour le Z80. C'est le seul quartz de la carte, alors il produit probablement aussi la fréquence de base pour le DAC vidéo. Ici, on trouve les données des sprites et des décors. Ici, probablement la génération d'images. Ici, de la RAM, certainement de la VRAM. Ici, on trouve des mini-cartes qui remplacent chacune une puce qui n'a pas pu être trouvée sur le marché par le bootlegger et qui l'a remplacée par 2 puces du marché. Le connecteur ressemble à du JAMA, mais ce n'est pas du JAMA. On a bien l'alimentation ici, mais de la vidéo ici, de l'alimentation par ici, ça ne correspond pas du tout au standard JAMA. Il va falloir faire super attention à ça si on ne veut pas cramer la carte. Ce condensateur céramique est complètement éclaté. Pour le remplacer proprement, il faudrait faire sauter toutes ces soudures. Autrement dit, on ne va pas le remplacer proprement. Je vais enlever ces plots en plastique pour inspecter les pistes sous les cartes. Et à part le vernis qui est tout gonflé, comme c'est souvent le cas sur ces vieilles cartes, tout semble plutôt correct. Et non, pas du tout. On voit des traces de flux tout moches et certaines pistes sont complètement bouffées par la corrosion. Mais au milieu de tout ça, on voit quand même que cette carte a eu 40 ans cette année, donc c'est pas si mal. Après nettoyage et réétamage, on peut observer de beaux trous dans les pistes. Mais rien dont pas mal de patience et des yeux aidés par un agrandisseur ne puisse venir à bout. Il est temps de raccorder cette carte au reste du monde pour voir si elle fonctionne. Je commence par ajouter de l'étain sur les soudures existantes, avant de l'aspirer et de finir à la tresse à dessouder.
Je nettoie ensuite les résidus de flux à l'alcool isopropylique. Et la crasse au nettoyant contact. Dans la doc technique du jeu original, on trouve la description du connecteur. On peut observer sur la gauche la partie masse et le 5 volts. La partie 12 volts se situe à l'autre bout du connecteur. Sur un connecteur JAMA, on trouve la masse et toutes les tensions regroupées en début de connecteur. Avant de pouvoir alimenter la carte, il faut donc qu'on bricole un adapteur. J'avais fait ce connecteur pass-through quand j'ai travaillé sur le déphasage de synchro vidéo. Il est temps de le recycler. Alors on s'intercale entre le connecteur JAMA de la borne et un autre connecteur 56 broches. Je vais couper toutes les pistes qui relient les deux côtés de la carte et les recabler comme j'en ai envie. Voilà une première itération, avec la masse et le 5 volts qui sont déjà bien câblés, le rouge et le bleu sur une face, le vert, la synchro et le 12 volts sur l'autre. Voilà donc la partie signaux vidéo et l'alimentation câblée. Je vérifie que les tensions sont présentes sur les bonnes broches, histoire de ne pas tuer le jeu tout de suite. Et il est temps de raccorder toutes ces cartes ensemble et de faire un premier test. Malheureusement, même si une synchro vidéo est bien présente, le programme semble redémarrer en boucle. Je n'ai rien lu au sujet d'un watchdog sur cette carte, mais ça y ressemble. Pour m'assurer que le signal vidéo est valide, je mesure ce signal directement sur la broche de synchro. Je vois bien un signal de 15 kHz. En mesurant la période du signal complet, on observe bien un signal proche des 60 Hz. C'est rassurant, mais ça ne nous aide pas. Retour à la case observation au dos de la carte, où je trouve une autre piste coupée. Toutes ces griffures proviennent des pattes des composants de la carte en vis-à-vis, qui est venu gratter les pistes. Et la piste coupée correspond à la patte numéro 1 de ce 74LS245. L'œil aguerri aura reconnu un buffer bidirectionnel. Ces puces servent souvent à relier les différents composants sur un bus de données. Elles permettent notamment au processeur de lire ou d'écrire sur des périphériques ou en mémoire. Et il se trouve que la patte numéro 1 est celle qui permet de déterminer dans quel sens doivent aller les données. Ça semble un défaut suffisamment important pour tuer le bus et empêcher le processeur de fonctionner. On voit qu'il ne manque pas grand chose, on va juste relier les deux broches ensemble. On fait un nouveau test. Et boum, on a un affichage. Et on nous dit à l'envers que les contrôles passent. Voilà une image avec seulement du texte. Pour le moment, rien ne dit que les graphismes fonctionnent. Et voilà une image complète, super. Le canal vert a sauté, mais c'est probablement dû à une cascade de mauvais contacts sur les différents connecteurs. Après avoir remué un peu tout ça, on a une image impeccable. Par contre, on n'a pas de son. Et je n'ai pas raccordé les broches des haut-parleurs, alors pas de panique. Ce condensateur en périphérie du processeur en charge du son n'est clairement pas en forme. Je vais le remplacer, et je m'intéresserai à ces deux gros condensateurs. Mais avant, il faut que je câble le son sur mon connecteur. Et voilà, j'ai bien du son. Les potentiomètres permettent effectivement de régler le volume sortant des deux puces audio Yamaha. Il y en a visiblement une dédiée à la musique et l'autre aux effets sonores. Pour le moment, je n'ai pas de musique et ça m'inquiète un peu. Dans le doute, je câble quand même les boutons Coin et Start sur le connecteur. Et j'ai bien de la musique. Il n'y avait juste pas de musique pendant la boucle d'attract mode du jeu. Par contre, l'ampli audio chauffe très fortement. Il sent le chaud et on peut à peine le toucher. Il s'agit d'un TDA 2003. Ce n'est pas le même modèle que sur les plantes du jeu original. Probablement un modèle moins puissant ou au moins cher. Voici le schéma type issu du datasheet du constructeur. La composante continue de son signal d'entrée est filtrée par un condensateur de couplage. Sa rétroaction se fait également via un condensateur. Si l'un des condensateurs fuit et laisse passer une composante continue, on a la recette pour faire chauffer un ampli. Voilà la broche d'entrée. Elle passe sous le plan de masse pour rejoindre le condensateur de couplage. Voici les deux broches à dessouder. On voit aussi l'ancrage d'un gros condensateur mal soudé.
Et on est parti pour changer celui-là, remplacer celui-là, et remplacer ces deux-là qui sont moches. Étant donné le plan de masse en surface, j'anticipe de l'inertie thermique et je sors ma grosse panne de fer à souder pas subtile. Voilà la place faite et le gros condensateur bien replacé. Avec les nouveaux condensateurs en place, plus de quoi faire griller des chamallows. Ils y tiennent froid. Le coupable était dans les rangs. Pour tester la suite, il faut câbler les contrôles sur le connecteur. Et c'est parti! Alors en travers et avec un joystick à 8 directions, autant dire que c'est pas gagné. Pour anticiper une catastrophe, je vais couper toutes ces broches qui dépassent et risquent de se court-circuiter. Je fais maintenant une visite de routine sur le circuit de reset, qui est bien documenté sur le schéma du jeu d'origine. Le circuit de reset, c'est une partie essentielle sur une carte électronique, y compris sur les systèmes contemporains. Lors de la mise sous tension, le bloc d'alimentation met un petit moment à se réguler. La tension qu'il fournit est instable. La charge initiale des différents condensateurs de découpage présents sur la carte entraîne un fort appel de courant qui contribue à mettre la régulation en difficulté. Pendant ce temps, la tension sur la carte fluctue et les composants ne sont pas encore tous alimentés correctement. Suivant l'agencement des condensateurs sur la carte, ils sont même alimentés avec des tensions différentes pendant ce laps de temps. Leurs entrées reçoivent des ordres incohérents et leurs sorties sont susceptibles d'envoyer des signaux sur les bus en contradiction les uns avec les autres. On appelle cela communément un court-circuit. C'est un court moment de chaos durant lequel on préfère que le processeur et les puces un peu chères soient désolidarisés du bus. Le fait de mettre à la masse une broche de reset permet généralement de déconnecter les puces des bus en mettant leurs entrées-sorties en haute impédance et de mettre leur logique en hibernation. Et c'est le rôle du circuit de reset de gérer ce cycle d'hibernation puis de réveil. Sur cette carte, le reset est en théorie géré par un PST 518. En théorie en tout cas. Petit coucou à Roderick et à son slot MVS des Enfers qui va nous fournir le PST 518 manquant. On commence par déboucher les trous. Et voilà notre PST en place. J'en ai profité pour discrètement remplacer salement le condensateur du processeur audio. Le PST réagit positivement lorsque sa tension d'alimentation dépasse un certain seuil. Si je fais varier la tension d'alimentation, on voit qu'il la valide ou l'invalide. Sur le schéma, on voit que lorsqu'il s'active, il vient charger un condensateur, puis le signal est converti 2 fois par des triggers de Schmitt inverseurs. On peut visualiser la charge du condensateur lors de sa mise sous tension. On s'aperçoit ici que quelle que soit la tension d'alimentation, le jeu continue à tourner. Et ça, c'est pas normal du tout. Le processeur devrait hiberner. Si je mesure le signal de reset, tout en faisant varier la tension d'alimentation, je vois qu'il reste au niveau haut. On peut d'ailleurs voir que le jeu démarre comme si de rien n'était. Sur le schéma, les deux inverseurs sont marqués d'une même référence, 8J. On retrouve ce marquage sur la carte, ce qui permet de retrouver le composant qui contient les inverseurs. C'est donc cette puce qui nous intéresse. J'observe les broches 9 et 8, correspondant respectivement à l'entrée et à la sortie du premier inverseur. Et j'observe dans les deux cas une tension proche de 0 V, donc un signal logique 0. Pour un inverseur, ce n'est pas possible. La puce est donc particulièrement suspecte, et on va la remplacer par une nouvelle. Le démontage a été un peu chaotique, la carte étant ancienne et de mauvaise qualité. Mais voilà la nouvelle puce sur support. Je règle l'alimentation beaucoup trop bas, et je la mets sous tension. Le circuit vidéo démarre et m'affiche une image statique, mais le jeu reste figé. Si je remonte la tension d'alimentation, le jeu finit par démarrer.
Le circuit fonctionne à présent correctement. Du coup, ce serait super dommage de ne pas observer la séquence de démarrage qu'on vient de réparer, et qui est bien plus intéressante que le jeu lui-même évidemment. Nous avons ici la tension d'alimentation, ici la sortie du PST 518 qui charge le condensateur, ici la sortie du premier inverseur, ici la sortie du second qui pilote le reset du processeur. Je démarre et je stoppe le défilement de l'oscillo. On voit ici le démarrage de l'alimentation, ici la charge du condensateur. Le premier trigger inverseur démarre avec une valeur logique à 1, puisque son entrée est proche de 0 V. Dès qu'elle atteint le seuil de déclenchement du trigger, celui-ci bascule à l'état 0. Le second inverseur déclenche à son tour et passe à l'état 1, libérant l'approche reset du processeur. On observe ici une temporisation de 800 millisecondes pour le démarrage de la machine. On faisait quand même les choses bien il y a 40 ans. C'est presque émouvant. Pour la sortie audio, j'ai raccordé respectivement les sorties speaker plus et moins du côté de la carte avec les sorties SP plus et SP moins du connecteur JAMA. Dans ma borne bricolée, la sortie speaker moins est reliée à la masse et la sortie speaker plus véhicule le signal audio. Et ici, manque de bol, c'est contre toute attente la sortie speaker plus qui est raccordée à la masse. Du coup, quand je branche ça dans ma borne, je court-circuite l'ampli et j'ai pas de son. Il va falloir s'arranger avec subtilité pour croiser ces deux fils orange sur mon adaptateur. Voilà, problème réglé. Voici la carte dans son habitat naturel. Le connecteur est bardé de mauvais contacts, mais ça marche. Il est temps de protéger de la corrosion et de l'arrachement les pistes endommagées. J'utilise de la résine verte qui durcit aux UV. J'ai beaucoup de mal à chaque fois avec cette phase de durcissage. Alors j'ai lourdement investi dans une lampe à UV qui a la bonne longueur d'onde. Elle n'avait pas de support, alors je lui en ai fait un, histoire d'utiliser un peu le matériel. Et hop, ça marche plutôt bien, avec tout de même des petites traces de doigts dans la résine parce que j'ai voulu vérifier un peu trop tôt si c'était sec. Je suis sûr que tout le monde se demande à quoi sert cette ROM juste à côté des puces audio. Il y a des chances pour que ce soit des polices de caractère. Je pensais un moment que ça pouvait être des échantillons audio, mais il n'y a aucune puce embarquée pour rendre des échantillons. Il n'y a qu'un moyen d'en être sûr. Ah, effectivement, il n'y a plus de texte à l'écran. C'est super reposant quand on n'aime pas jouer pour le score, ni connaître le temps restant, ou son nombre de vues. Du génie. Il reste encore la question de tous les mauvais contacts de cet adaptateur tout pourri. Je vais modéliser une carte d'adaptation un peu plus propre. D'un côté le connecteur JAMA, de l'autre le connecteur Ghost & Goblins. Il suffit ensuite de mettre les étiquettes au bon endroit pour relier les broches entre elles. Je prévois ici un bloc de résistance 0 ohm facultative pour attacher les contrôles du joueur 2 sur ceux du joueur 1. Ça me permettra de jouer avec mon stick 4 directions et les boutons du joueur 2. Et ici, de quoi croiser les sorties speaker plus et moins. J'ai positionné les pistes à la main comme je pouvais et j'ai ajouté de jolis dessins. Et voilà une carte prête à commander. Avec ici le réglage des sorties speaker. Ici, la mise en commun des contrôles des deux joueurs. Et ici, une broche à raccorder au deep switch de test pour accéder au menu via le bouton dédié de la borne. Et il ne me reste plus qu'à trouver des volontaires pour jouer à ce jeu beaucoup trop stressant pour moi.